Bonsoir à tous et bienvenue au grand rendez-vous. L'équipe vous retrouve avec beaucoup de plaisir et 3 plateaux à animer par un agronutritionniste, un graphiste, designer et un gestionnaire de patrimoine. On va les retrouver dans un instant, juste le temps de suivre la météo. Ah oui, merci beaucoup à l'équipe du montage qui a donc présenté la pour salle de Boïcon. Ça, c'est en français. En fond, on va dire Boïcon. C'est ça, hein? On dit Boïcon. Là où on vend les moutons. C'est ça. Allez, donc on est sur le grand rendez-vous. Chers téléspectateurs, la semaine de l'allaitement maternel serait-elle événement reporté au Bénin? Et n'ayant rien remarqué comme manifestation dans ce sens au Bénin, Nature et Bien-être va aujourd'hui questionner le calendrier du ministère de la Santé au Bénin. Et si vous êtes entrepreneur, chers téléspectateurs, suivez tout simplement l'expert pour découvrir ou en savoir un peu plus sur un moteur de croissance de votre affaire. Il s'agit bien sûr du design graphique, sujet à développer sur le grand rendez-vous à travers la rubrique Expert. Le patrimoine culturel révèle davantage son importance pour le secteur du tourisme et il constitue l'une des premières attractions des touristes. Et le Bénin travaille donc à mettre son patrimoine culturel au service de ses projets touristiques. Un gestionnaire de patrimoine sur Horizon Culture pour en parler. Le grand rendez-vous, vous le savez, c'est aussi le journal à 19h45 ce soir. Estelle Pazou est à la présentation. Estelle, bonsoir. Bonsoir à vous, Assioum. Alors, merci pour le grand retour sur le 19h45. Dites-nous déjà ce que nous prévoit la ce soir. Les produits locaux souffrent sur le marché de consommation. Parti de ce constat, l'ONG Yonou Agodié a lancé une pétition pour inverser la tendance. Et tenez-vous bien, plus de 1000 signatures ont été recueillies auprès des Béninois. La présidente de l'ONG va nous informer de la suite à donner à cette pétition. Nous irons à la rencontre de ces Béninois qui ont fait du sport d'entretien un credo. À les entendre, le sport aide à maintenir leur organisme en bonne santé. Raymond Yintabou est sexagénaire. Il n'est fidèle qu'à un seul sport, le Kung Fu. Discipline chinoise qu'il pratique depuis fort longtemps. À 19h45, vous aurez droit à une de ces séances. Alors là, si vous rencontrez Raymond Yintabou quelque part, vous pensez que c'est un vieux Kung Fu. Estelle Pazou. Il va vous mettre KO sur l'instant. N'est-ce pas? En tout cas, je suis impatient de suivre ce reportage. Rendez-vous donc à 19h45, Estelle. Oui, à 19h45. À tout à l'heure donc. Avant 19h45, on ouvre les plateaux Nature et Bien-être tout de suite.
Bienvenue sur Nature et Bien-être. Aujourd'hui, nous allons questionner le calendrier du ministère de la Santé puisqu'on n'a rien senti comme manifestation dans le cadre de la semaine de l'allaitement maternel. On se demande qu'est-ce qui se passe au Bénin ou bien c'est un événement reporté. On verra tout ça dans un instant. On suit d'abord ce reportage de Heureuse Danondé qu'on va retrouver tout à l'heure sur le plateau. Là, elle nous parle de l'importance de l'allaitement maternel. L'allaitement maternel, la méthode optimale pour alimenter son bébé. Plus meilleur que le lait artificiel, les Nations Unies ont décrété toute une semaine mondiale pour le célébrer. Célébrer également les femmes qui mettent leur bébé au sein et amener d'autres femmes à faire ce choix. Cette semaine d'allaitement maternel, ça doit être une occasion pour que tout le monde puisse vraiment s'engager ensemble pour convaincre encore les femmes qui sont encore indécises dans l'allaitement maternel, surtout exclusif pour les enfants depuis la naissance jusqu'à 6 mois. On a identifié dans chaque village une mère modèle, c'est-à-dire une mère qui a eu le courage de pratiquer cet allaitement maternel et qui peut bel et bien témoigner sans se tromper sur les bienfaits de l'allaitement maternel. Et ce couple sera mis à contribution pour vraiment faire la sensibilisation de village en village pour convaincre les autres mères. Le lait artificiel n'est pas sûr pour la santé du bébé, mais le lait maternel est plus que sûr. Il contient de l'eau, des protéines, des glucides, des lipides, des vitamines et minéraux, mais aussi et surtout des hormones, des enzymes, des facteurs de croissance, des facteurs antibactériens et des facteurs antiviraux. Selon les nutritionnistes, c'est un lait unique. Malheureusement, au Bénin, toutes les mères n'allaitent pas leur bébé, encore moins lorsqu'il s'agit de le faire pendant 6 mois de façon exclusive. Le fait qu'il n'y a que 4 enfants sur 10 qui soient allaités exclusivement au Bénin, nous allons accompagner le gouvernement pour évaluer les causes et bien sûr qui sera suivi d'un plan de mise à échelle de l'allaitement maternel exclusif. Bien entendu, en commençant par la mise au sein précoce. Dès que l'enfant sort du ventre, sur la table d'accouchement, il faut que déjà l'enfant soit mis au sein. Il n'y a plus question de l'enfant naît et on donne du sérum glucosé ou bien on donne du tisane. Non. On met l'enfant au sein et cet enfant va bénéficier du premier lait et tous les autres laits jusqu'à ce que l'enfant atteigne 6 mois, sans l'eau, sans rien. Ce premier lait qui sort après la naissance du bébé contient du colostrum, un liquide jaunâtre appelé premier vaccin du nourrisson, extrêmement riche en nutriments et en anticorps et efficace contre les infections. Et ces effets positifs se voient non seulement sur le nourrisson, mais aussi sur la mère, les parents et finalement sur le système de santé. L'idéal serait donc d'allaiter son enfant durant 2 ans, comme le recommande l'Organisation mondiale de la santé, et rigoureusement pendant 6 mois. Oui, en plateau, on retrouve Fiacre Aladaye, agro-nutritionniste, chef service nutrition au ministère de la Santé. Bonsoir. Je suis pas, mais bonsoir, je suis pas chef service. Chef service, hein, non, vous n'êtes pas chef service. Il est agro-nutritionniste. On le lui souhaite. On le lui souhaite en tout cas. Merci beaucoup. C'est notre souhait pour vous, tout simplement. Comprenez ça comme ça. Alors, Assion, bonsoir. Comment allez-vous? Je vais très bien, vous. La pleine forme, hein, vous devez donc le remarquer déjà. Bien sûr, depuis l'introduction de l'émission. J'ai été allaité correctement, moi. Donc, très intelligent, vous. Je suis très en forme. Vous avez été allaité. Oui, je remercie ma maman. Hein. Ouais. Et vous continuez peut-être de téter quelque part. Oui, ça, c'est pas de l'allaitement. Hein. Oui. C'est juste téter. C'est juste téter. C'est pas de l'allaitement. En tout cas, on parle de l'allaitement ici. Ce qui concerne nos bébés, les nourrissons, les nouveau-nés. Voilà. C'est de ça qu'on parle. Et on est malheureusement étonné de voir que le ministère de la Santé, en tout cas le Bénin, n'a rien organisé au cours de cette semaine mondiale de l'allaitement maternel décrétée par les Nations Unies du 1er au 7 août de chaque année. Malheureusement, rien n'a été fait au Bénin. On se demande bien si vous êtes informé des activités qui sont prévues. Quelles sont les raisons qui expliquent ce silence au niveau national? D'accord, merci beaucoup.
Et comme d'habitude, chaque année, le Bénin, si je me permets de le dire, fait semblant de célébrer cette c'est carrément une semaine. habitude. Oui, c'est carrément une habitude parce que, à ma connaissance, le Bénin n'a pratiquement jamais célébré la semaine mondiale de l'allaitement dans la première semaine du mois d'août, comme prévu par la communauté internationale. Vous voyez, c'est quand on finit par célébrer nos fêtes nationales, 1er août, 15 août et tout ce qui va avec, qu'on pense en fonction de la disponibilité. Je veux parler des autorités, que les autorités pensent maintenant à décréter une semaine pour célébrer la semaine mondiale de l'allaitement maternel. Et bizarrement, le fait ainsi agit sérieusement sur l'organisation et l'engouement, toute la motivation qui devrait aller avec. Et résultat, nous voyons combien de fois la population est informée d'une pareille semaine mondiale. Oui. Est-ce que vous avez des chiffres déjà? Parce que l'ancienne représentante résidente de l'OMS au Bénin disait que 4 femmes sur 10, ou 4 enfants sur 10 oui, sont allaités. Oui, heureusement, au Bénin, bien sûr. Lorsque vous comparez un peu les statistiques, en 2012, selon l'enquête démographique de la santé, on a un enfant sur 3, c'est-à-dire environ 32,5% des enfants béninois qui sont allaités exclusivement au lait maternel. Et en 2014, il y a eu une enquête conduite par l'UNICEF qui a obtenu 41,4%. Certainement, c'est de ces chiffres que parle la représentante. Mais malheureusement, il n'y a pas encore eu de nouvelles statistiques. Mais malheureusement, à nos jours, en 2014, il y a eu une étude qui a été conduite avec l'AIEA, avec des méthodes isotopiques où on a fait la collecte de salive des mères et des enfants pour pouvoir apprécier de façon réelle la pratique de l'allaitement maternel exclusif. Dans cette zone, je ne veux pas forcément citer la zone. Pourquoi pas? Pour qu'on puisse avoir assez de précision. En tout cas, c'est dans une zone sanitaire du Bénin. C'est disponible, les résultats sont disponibles. On a constaté que dans la zone, il était sur déclaration 97%, c'est-à-dire ces 97% étaient inclus dans les statistiques que donne la représentante. Mais en réalité, qu'après étude, on a constaté que c'est à peine 3,1% des enfants de ces localités qui sont allaités au lait maternel. De façon exclusive. De façon exclusive. Voyez-vous un peu, ça veut dire qu'on se ment, et même au niveau national, on se ment. Pour quelque chose qui est gratuite, qu'on demande juste de donner aux enfants pour leur développement, pour l'épanouissement, pour que les ménages dépensent moins de revenus dans la santé, des maladies qui ne cessent de survenir, des maladies chroniques qui surviennent plus tard. Rien par défaut d'allaitement maternel. Surtout pour l'intellect. Pour l'intellect de l'enfant. C'est justement pour ça, vous voyez, tout le désordre qu'il y a, je ne dirais pas dans le pays, qu'il y a dans le pays, vous voyez des gens qui, dans la circulation, qui s'insultent, des gens qui ont tout le temps... Qui sont tout le temps nerveux. Tout ça, je me permets de dire que c'est dû je peux aussi dire, par exemple, les résultats au niveau des examens de fin d'année, les échecs, tout ça. Puisque le cerveau n'a pas été mis en place comme cela se doit, comment vous voulez que quelqu'un comme ça puisse réfléchir, qu'on ne peut pas développer un pays... Ce que son enseignant lui enseigne. Malheureusement. C'est pas possible. C'est malheureusement ça, On ne peut pas développer un pays avec déjà 2 enfants qui souffrent de la malnutrition sur 5. Imaginez le résultat que ça aura plus tard. C'est malheureusement ça. Mais comment ça s'organise selon vous? Est-ce que vous avez une idée de comment cela s'organise dans d'autres pays de l'Afrique? Oui, dans d'autres pays, au niveau international, on consacre la première semaine du mois d'août à cette célébration-là. C'est respecté. C'est respecté. Il y a d'autres pays qui ont décalé, mais on sait de façon précise qu'à telle semaine, il y a un événement, il y a célébration de la semaine mondiale de l'allaitement maternel. Au Bénin, ce n'est pas le cas. C'est après qu'on décrète juste. Et le fait ainsi, ça ne permet pas aux organisations. Il y a aussi les partenaires techniques et financiers qui s'investissent dans la nutrition et l'alimentation, qui ont tout le temps déploré la situation, mais malheureusement, effectivement, l'OMS Bénin n'a également rien fait. On a constaté toutes les institutions attendent que l'État décrète
une semaine pour la célébration. La célébration. Oui. Eh bien, quand on décrète cette Oui. semaine et qu'on Voilà. lance la semaine, Oui. est-ce Comment que ça se passe? cela se remarque en réalité? Vous êtes mieux placé en tant que journaliste pour m'informer. Vous voyez, ce qui se passe au Bénin, c'est catastrophique. Il y a la semaine résumée à, je dirais, à quelques heures de célébration. Comment ça se passe? Il suffit d'organiser bon, c'est ce que moi je sais, il suffit d'organiser une cérémonie Officielle de lancement officiel, et puis on fait de très beaux discours, et puis c'est fini. Même sur les médias, il n'y a pas d'action pratique. Nous, on d'action reçoit, pratique. Il y nous, a pas on de reçoit, message de sensibilisation. nous, on reçoit souvent le chef service nutrition, docteur Sono, pour quelques séances de sensibilisation quand même. Sur le plateau, ça fait partie de la Pourquoi semaine pas? Oui, des je activités. tenais même à remercier même toute l'équipe de 24 et de l'ORTB pour avoir pensé même à cette semaine qui est pratiquement reléguée, je ne dirais pas au second plan, mais au dernier plan au Bénin. Malheureusement, c'est le constat. Il y a Comment pas ça des doit être activités- organisé selon vous? Justement. Comment ça doit être fait? Qu'est-ce qui Oui. doit être intégré Oui. dans l'organisation de cette semaine Merci beaucoup. pour atteindre les objectifs? D'abord, il va falloir décréter concrètement la semaine. On n'oblige aucune nation à célébrer la semaine mondiale de l'allaitement maternel dans la première semaine du mois d'août. Mais qu'on sache de façon précise Voilà. que de tel jour à tel jour, il y aura célébration de l'allaitement maternel au Bénin. Si on le fait, les hôpitaux ainsi que les partenaires techniques et financiers qui s'investissent en la matière peuvent mieux s'organiser. Est-ce à dire Oui. que même dans le calendrier de Oui. façon officielle, Oui. rien n'est prévu? Aucune date Aucune n'est date. retenue Effectivement. jusqu'à l'heure où je vous parle. Ça a été organisé, je crois, l'année passée en septembre. Oui, il y ça a été une avant, année en voilà. août, Ah ou oui, bien en il y a une année octobre. en octobre, Ça c'est se comme passe, ça. C'est comme ça. donc, Malheureusement, malheureusement. c'est malheureusement on ça. se réveille Oui. après, quoi. On se réveille après, on se réveille après. Vous Mais- voyez, on doit par exemple, a priori, doter nos centres de santé de nutritionnistes qui devaient veiller par exemple à sur tout un paquet d'activités pour accompagner cette semaine et d'autres activités. Malheureusement, nos centres de santé sont dépourvus de nutritionnistes et chacun essaie de faire ce qu'il peut Donc faire. chaque maternité, normalement, doit avoir Normalement, des chaque spécialistes. service de pédiatrie Pour doit être doté sensibiliser d'un les nutritionniste. C'est femmes. le minimum qu'il faut ça. Ouais. Mais si vous mettez des gens qui ne sont pas formés qui ne sont pas spécialistes de la matière, malheureusement, on ne peut jamais avoir le résultat qu'il faut. Allez voir un peu- On a tellement d'hôpitaux et je pense avec les réformes qui se préparent à être donc opérées dans le secteur santé, je pense que il faut accorder un point d'honneur vraiment à cette situation-là, Si on veut à l'allaitement. Si on veut À réellement le l'allaitement développement de ce pays. de ce pays. Sinon, On c'est- veut que les enfants soient vraiment intelligents, puisque Intelligents. j'ai suivi le chef de l'État qui a dit que les enfants sont plus bêtes que nous. Et là, je pense que c'est une des C'est raisons. bien dommage. Oui, Et c'est bien une dommage. des raisons. C'est une des raisons. C'est la raison fondamentale d'ailleurs. Puisque C'est la la maman base. ne sait pas pourquoi il faut allaiter son enfant. La maman ne sait pas comment tenir son enfant pour allaiter. C'est vrai Voilà, qu'il y a des ça sages-femmes- également, c'est un autre problème. ça, Ce c'est un dont autre on ne problème. parle pas souvent, on dit, Justement, il faut allaiter, mais les comment sages-femmes font ce allaiter? qu'elles peuvent faire, mais elles ne sont pas formées pour. Il faut qu'on se Ok. dise la vérité. Elles ne sont pas formées pour. Elles n'ont pas toute la capacité intellectuelle qu'il faut pour positionner l'enfant. Comment allaiter les enfants? Ça ressort des prérogatives des nutritionnistes. Mais nous sommes dans un pays où il faut jongler à tous les niveaux, même avec la santé et l'éducation. Mais vous, imaginez. nutritionniste, C'est bien agro-nutritionniste, dommage. on a jeté la pierre au ministère de la Santé, mais qu'est-ce que vous faites, vous également, nutritionniste? Merci beaucoup. Et les nutritionnistes, vous voyez, un peu comme les partenaires techniques et financiers, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne peuvent pas décider de certaines choses tant que l'État ne prend pas l'avance. Ouais, il y a certains projets qui sont actuellement en cours. Vous êtes des journalistes, vous avez accès à toutes les informations. Promenez-vous et regardez un peu, questionnez, renseignez-vous sur le profil des agents recrutés sur des projets de nutrition. Ça ne se passe qu'au Bénin. Vous verrez des géographes, des sociologues, des juristes qui sont sur des projets de nutrition. Vous n'êtes pas voulez quel associé? résultat? On n'est pas associé. On vous dira que les nutritionnistes ne sont pas disponibles, on lance les affiches de recrutement. Mais ces organismes savent comment ces recrutements sont réalisés. Bon, on n'en dira pas assez. On n'en dira pas assez, vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Il vous faut le aussi. faire, il faut le faire. Il y a beaucoup de choses à changer dans ce pays. pays. Merci à Bravo. vous, Heureuse Danondé, et Merci merci, à Soul. Monsieur Aladaye. À très très bientôt. Merci. Et là, nous allons continuer cette fois-ci avec l'expert avec lui. Nous parlerons bien sûr de graphiste designer. C'est un métier, c'est un moteur de croissance pour votre entreprise. Si vous êtes entrepreneur, restez avec nous.
Si vous êtes entrepreneur, ce moment est à vous, chers téléspectateurs. Oui, vous en saurez davantage. Vous allez découvrir un moteur de croissance de vos affaires, de votre affaire. Il s'agit du design graphique. Sujet à développer avec l'aide de Firmin Tovodounon, lui-même graphiste designer. Bonsoir, Firmin. Bonsoir, Assir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pourquoi présentez-vous le design graphique comme moteur de croissance d'une entreprise? D'accord. Merci beaucoup, Axiom. Le design graphique, c'est en réalité le moteur de croissance de toute entreprise. Je prends un exemple simple. Quand vous sortez de votre maison, nous vivons actuellement dans une société où la communication visuelle est au cœur de toutes les transformations. Quand vous sortez de votre maison, par exemple, et vous vous rendez dans un supermarché, on voit que ce qui attire premièrement l'attention du client, c'est d'abord la présentation du produit. Même s'il est à la recherche d'un produit, il a plusieurs produits à sa disposition. On voit que la première chose qui attire son attention, c'est d'abord la présentation des produits. Et il va vers les produits qui sont mieux présentés par rapport aux produits qui ne sont pas mieux présentés. Il ne s'appuie pas forcément sur la qualité du produit d'abord, mais c'est d'abord l'attirance du produit qui l'attire. Et souvent, on voit que les entrepreneurs négligent souvent ce côté de présentation de leurs produits, ce qui en réalité n'attire pas forcément la cible vers l'achat de leurs produits et oriente forcément le client vers les produits qui viennent de l'extérieur. Donc, plus l'entrepreneur ou l'entreprise prend soin de l'image de son entreprise, de sa marque, de ses produits, les étiquettes, les emballages et autres, plus il attirera beaucoup plus de monde en réalité à travers son produit. Et ça va accroître vraiment son chiffre d'affaires. Alors, si je comprends bien, vous avez un produit, le produit est de qualité. Oui. Mais si vous n'y mettez pas de l'attirance, vous ne travaillez pas sur l'image de ce produit-là, ça ne peut pas attirer le client à venir découvrir maintenant la qualité après. Exactement, voilà. Parce que la première chose, d'abord, c'est d'abord attirer l'attention de la personne, attirer la personne, le client, vers le produit d'abord, et maintenant le transformer le prospect en client et finaliser leur vente. Est-ce qu'on a besoin d'avoir le designer graphiste d'abord avant d'avoir de donner de l'attirance vraiment à son produit ou à l'image de son entreprise? Exactement, parce qu'on a forcément besoin d'un professionnel pour ça, parce que chacun est spécialiste de son domaine. Très bien. Tu es promoteur, tu es producteur d'un jus par exemple, tu n'es pas graphiste. Tu ne connais à peu près rien de l'image de la présentation d'un produit. Mais va voir un expert. Mais souvent, ce qu'on voit souvent, on se dit, non, mon cousin, il maîtrise bien Photoshop, il maîtrise bien Excel, il maîtrise bien PowerPoint, il va essayer de me faire un truc, le coup que tu es en train de dire. Parce que c'est ce qu'on voit en réalité aujourd'hui. Tout le monde maîtrise Photoshop, tout le monde maîtrise, ici connaît un peu, bon, en PAO et tout. Oui, oui. Et là, on peut essayer de se... Or, la maîtrise vraiment de ce métier, les logiciels, je dirais, ne représentent que 10% en réalité pour dire qu'on est vraiment expert dans ce domaine. Ah oui? Il faut de la logique. Ce n'est pas parce que tu sais bien lire, couramment tu sais bûcher ou tu sais faire la présentation que tu es par exemple, un journaliste professionnel. Non. Il faut de la pédagogie, il faut de l'agencement parce que en graphisme design, c'est l'assemblage des textes, images et illustrations pour communiquer sur un thème. Ça m'emmène même à vous demander quel est le rôle véritable d'un designer graphiste. Le rôle d'un véritable designer graphique au sein d'une entreprise, c'est de travailler sur la conception graphique de l'entreprise. Et quand on prend l'entreprise, il y a les produits, il y a les services, il y a la marque de l'entreprise. Et le designer graphique travaille sur l'identité graphique. Quand on parle d'identité graphique d'une entreprise, ça recoupe beaucoup de choses. Très bien. Du logo jusqu'aux déclinaisons de flyers, de dépliants, de catalogues, de plaquettes commerciales, de cartes de visite, la présentation, les factures, etc. C'est pourquoi quand vous voyez les entreprises qui sont mieux organisées dans ce sens, quand vous voyez une seule de leurs communications, excusez-moi, quand vous voyez une de leurs communications en réalité, peu importe les autres communications formes qui vont suivre en réalité, vous voyez que ça respecte en réalité la même image. Parce que comme l'a dit Steve Jobs, il faut que votre produit ou marque soit la mémoire des hommes. Et pour que ça soit la mémoire des hommes, il faut en réalité qu'on vous identifie à travers une seule image. Mais ce qu'on voit actuellement, c'est que les gens sont dispersés.
ils ne respectent pas la charte graphique en réalité parce qu'ils ne font pas appel en réalité à un expert pour définir la charte graphique de leur entreprise. La charte graphique d'une entreprise en réalité, c'est comme la carte d'identité d'un individu, d'un béninois lambda. Quand tu prends la carte d'identité, tu as le nom, tu as la genre, le prénom, les sous-prénoms, etc., les informations qui suivent. C'est exactement ça. Une entreprise doit fonctionner vraiment. Et tout ce qui doit sortir comme production de cette entreprise doit suivre certaines normes définies par le professionnel dans la charte graphique de l'entreprise. Dans la charte graphique de l'entreprise. Voilà. Alors, si je comprends bien, pour une entreprise, doit recruter quand même un designer graphique, c'est ça? De façon permanente ou... Pas forcément de façon permanente. Il y a d'autres entreprises, il y a d'autres grosses entreprises qui ont ces budgets-là, qui recrutent des graphiques designers à l'interne de façon ponctuelle. Mais il y a d'autres qui n'ont pas encore cette taille-là, mais qui travaillent avec des graphistes, des cabinets. Et je peux vous assurer que même les grandes entreprises, en réalité, déployer ce grand budget pour créer un studio à l'interne, c'est souvent compliqué. C'est pourquoi ils signent des contrats avec des graphistes ou bien des studios pour les accompagner. Le designer graphiste, il a un studio, carrément. Exactement. Ce n'est pas juste avoir un ordinateur et avoir les logiciels là-dessus. Non, du tout pas. Ça ne suffit pas. Parce que c'est toute une équipe en réalité qui travaille pour faire sortir la chose. Okay. C'est vrai, ça se représente souvent par un individu, mais c'est toute une équipe qui travaille. Parce que pour, par exemple, élaborer l'identité graphique d'une entreprise et concevoir les visuels graphiques portent des illustrations qui vont avec des tests pour ressortir un thème donné. Les tests souvent sont présentés en réalité pas forcément par le graphiste, mais celui qui élabore le plan de communication, le registre de communication, celui qui élabore le plan de communication, lui peut proposer en réalité les tests d'accroche qui vont aller sur le visuel pour faire parler de l'entreprise. Et c'est ça, il transmet en réalité au graphiste qui élabore ce que lui veut élaborer comme plan de communication. Plan de communication. Voilà. Donc, ce n'est pas le graphiste qui détermine les tests, a écrit tout le reste, non? Pas forcément, non. Des fois, il est obligé de le faire, mais pas forcément. Il n'est pas forcément obligé de le faire. Quand tu vas dans les grosses entreprises, dans les grands studios des agents de communication, ils ont des scripteurs. Il y a des graphistes. Exactement. Voilà, ils ont des scripteurs qui sont spécialisés uniquement pour les tests d'accroche, pour les régies, pour monter telle maquette. Il faut illustrer de telle manière pour attirer telle cible. Parce que communiquer sur un événement ou bien sur un produit, tu dois d'abord connaître la cible donnée. Connaître la cible et connaître les images, les illustrations qui vont avec cette cible. Quel type d'illustrations vont avec cette cible donnée pour pouvoir l'attirer vers l'événement ou le produit? Quel type de test d'accroche textuelle ira sur cette visuelle-là pour attirer la cible donnée? Il ne faut pas vouloir communiquer sur un produit enfant pour utiliser des illustrations qui vont avec le concept d'un adulte. Là, tu sors catégoriquement du sujet. Là, tu ne vas pas atteindre la cible. Or, quand on te fait appel comme expert pour travailler sur un produit, pour que le visuel ou bien toute ta création soit réussie pour pouvoir faire réussir. J'ai encore en souvenance la discussion qu'on a eue en off quand on était en train de préparer cette émission, où vous me demandiez de vous donner un exemple d'entreprise de grande marque sans visuel graphique et tout. Bon, j'ai été incapable d'en donner. Est-ce que c'est une manière de me faire voir qu'en réalité, il n'y a pas de grande marque sans visuel graphique? Il n'y a pas de grande marque sans visuel. Et quand vous allez vers les entreprises qui comprennent réellement, quand vous voyez le budget en réalité qui dépense uniquement dans la communication, c'est vraiment énorme. Et souvent, nos jeunes entrepreneurs croient que investir dans la communication, c'est trop coûteux pour leur entreprise. Mais moi, j'ai déjà mon entreprise, je vends bien, les gens me connaissent et tout. Est-ce que j'ai encore besoin d'aller solliciter les services d'un designer graphique? Même si actuellement, c'est vrai qu'il y a des secteurs dans lesquels les gens ont l'identité graphique, mais ne communiquent pas tellement. C'est comme j'ai rencontré un ami la dernière fois, il me disait, le secteur dans lequel moi je travaille, on n'a pas encore besoin de communication. Il y a des entreprises ainsi, mais pas forcément dit qu'ils ne communiquent pas. Parce que je te donne un exemple. Quand tu vas en arrière, il y a 20 ans de cela, les banques en réalité n'avaient pas en réalité de cellules de communication et de marketing. Mais actuellement, tu vois des banquiers descendre sur le terrain. Donc, la chose vient à un niveau donné, vu l'évolution de la révolution digitale, vient à un niveau donné où on a forcément besoin de communiquer, d'être tout le temps dans la tête de nos clients pour pouvoir les attirer parce qu'on a beaucoup de concurrents.
Et ce qui attire, comme je l'ai dit au premier abord, l'attention de la cible vers un produit, c'est d'abord la personne ou bien la marque qu'il voit tout le temps. À force de voir la même chose tout le temps, même si ce n'est pas vrai, on finit toujours par croire que c'est une bonne chose. C'est ça la force de la communication. C'est pourquoi vous allez voir les grandes entreprises se positionnent où chaque mois, peut-être, ils font sortir un visuel sur lequel ils communiquent abondamment. Et on se demande, mais comment ils trouvent-ils tellement d'argent pour pouvoir investir dans telle chose? Non, la communication élaborée, réussie avec un bon expert en graphisme, et avec un bon système de communication, réussit forcément à rentabiliser tout. Bon, un designer graphiste, ce n'est pas les dessinateurs là qu'on voit avec les plaques truffées de fautes et tout le reste qu'on voit. Non, du tout pas. C'est pas ça. Du tout pas. Qu'est-ce qui marque la différence entre ces dessinateurs-là et puis les designers graphistes? Le designer graphique, c'est quelqu'un en réalité qui fait une représentation visuelle d'un concept. Je prends l'exemple d'un événement que vous avez. Quand vous organisez l'événement, peut-être c'est un mariage par exemple, le graphiste en réalité doit travailler sur les maquettes, c'est-à-dire sortir l'identité. Pareil, il peut dire par exemple, on va faire les cartes de visite, les cartes d'invitation, excusez-moi. Si on fait les cartes d'invitation, on va faire le catalogue de présentation, etc. Donc, il fait une déclinaison en réalité de ces présentations. Ou bien je prends un entrepreneur qui veut faire sortir un jus d'ananas. Un jus d'ananas, d'accord. Voilà. Un jus d'ananas, voilà. Il a forcément besoin, c'est un jus, il a un nom d'entreprise ou bien de marque. Il doit communiquer sur ce nom. Il ne peut pas se lever tout le temps et dire mon jus s'appelle telle chose. Non, il doit le représenter par un concept visuel qu'on appelle souvent les logos. Le logo. Il doit créer un logo. À partir du logo créé en réalité, on crée les autres déclinaisons, la carte de visite, le catalogue de présentation de ces produits, les dépliants, on appelle les dépliants et les affiches, les supports de communication en réalité pour pouvoir faire vendre le jus. Il faut en réalité que ces supports de communication soient élaborés et construits par le graphiste dans le sens de faire vendre le jus qu'il a. C'est-à-dire, c'est ça en réalité qui présente le jus, qui attire d'abord l'attention de la cible donnée vers l'achat. Je me rappelle quand on était encore, je me souviens quand on était encore tout petit, oui. On nous demandait, bon, va m'acheter telle sardine là. Faut pas acheter la boîte rouge, hein. Achète la boîte de couleur grise et tout le reste. Mais bon, voilà. Juste parce que la boîte grise, ça vous permet de reconnaître en fait. Exactement, voilà. C'est un peu comme on dit cocolosou. Bon, voilà. Exactement. Le cocolosou, voilà. Quand on te dit va m'acheter le cocolosou, tu sais déjà ce que ça veut dire. Pour aller loin, il faut vraiment définir votre identité graphique, communiquer là-dessus, prendre soin de ça, parce que plus votre identité graphique, image, prend de la valeur, plus votre entreprise prend de la valeur. Moins ça descend, plus votre chiffre d'affaires va descendre. Peu importe la qualité que vous avez à l'interne. Ah oui. Ouais. Donc, c'est très important. On retient donc que le designer graphiste, le designer graphiste, c'est très important en tout cas pour la croissance de votre entreprise, tout simplement. On comprend ça. Et comment devient-on alors designer graphiste? C'est un métier qui s'apprend comme tous les autres métiers. Et comme je te le disais tout à l'heure, on a des logiciels, des outils logiciels qu'on utilise souvent pour travailler Photoshop, Illustrator, InDesign et autres logiciels avec lesquels on fait des créations graphiques. Mais le tout ne suffit pas de maîtriser ces logiciels pour se dire qu'on est graphiste en réalité. Il y a tout un panoplie d'autres modules. Le graphiste, en réalité, doit savoir, par exemple, faire des illustrations, transformer une idée en esquisse, même sur papier, parce que quand un client, quand il te parle, en réalité, tu peux faire le debriefing, en réalité, de tout ce qu'il dit en support. Le graphiste, en réalité, doit être quelqu'un qui sait, comme je le disais, savoir les b.a.-ba du dessin pratique, apprendre les méthodes et la pédagogie du rapport entre les textes, l'image et les illustrations pour pouvoir les combiner ensemble. Telle image doit aller forcément avec telle couleur et telle illustration. Donc c'est tout un module en réalité. Mais ne vous inquiétez pas, on aura le temps de revenir sur le rôle, comment est-ce que le designer graphiste travaille, parce qu'on a vu des images tout à l'heure, on a vu plusieurs designers dans un studio en train de travailler. On aura le temps donc de définir tout ça, de détailler tout ça pour nos chers téléspectateurs. Je pense que vous allez rester notre personne ressource maison
Pas de souci. Pour parler vraiment de ce métier-là. Très important pour nous. Allez, merci à vous. Merci. À très bientôt. Le grand rendez-vous, ce sera cette fois-ci dans notre palais de culture. Oui, ce sera dans notre palais de culture, bien évidemment. On parlera Horizon Culture dans 30 secondes seulement. Et là, c'est juste pour vous lancer le jingle. On revient. Oui, le patrimoine culturel, parlons-en, c'est une matière première pour l'industrie du tourisme, oui. Et ça, on a davantage de preuves pour donc confirmer cette affirmation-là. Il vient dans un instant le gestionnaire de patrimoine invité. Il s'agit bien sûr de Pacôme Alomampé. On va le retrouver juste derrière ce reportage. Bon, on est allé à la découverte du musée des RECAD. C'est à Kokokodji. Et là, il faut dire que c'est un ensemble de patrimoine culturel rassemblé là. Et les gens vont visiter. Ils font du tourisme ainsi. Regardez. Les Béninois ont longtemps entendu parler des RECAD utilisés par les rois de Dahomey. Mais aujourd'hui, ils peuvent mieux les connaître en visitant le musée de la RECAD. C'est le même RECAD que le roi Béhanzin avec lequel il avait gouverné, a gagné beaucoup de guerres et affronté avec ces mêmes RECAD qui sont là. Nous avons les RECAD du roi Kézo, Clélé, Kaïkhessou et les RECAD zomorphes de quelques Amazones qui ont rayé au temps de Wesso Akaba. Son nom authentique, c'est Mankpo. Dans Mankpo, nous avons deux syllabes. Man, qui veut dire rage, fureur, Po, bâton. Aussi dans cette belle histoire, c'est que c'est unique au monde d'avoir un musée spécialisé sur un objet. Les RECAD ont un sens tellement important pour nous que ça vaut de lui consacrer un seul musée entier. Une initiative conduite par l'artiste Dominique Zimper, fils d'Abomey. Il a bénéficié du soutien d'un antiquaire européen qui a financé la collecte des œuvres et la construction du musée sur un domaine offert par l'État béninois. Il y a un long travail et pendant des années, M. Valois, qui est lui-même un antiquaire, et sa femme Cheska ont été à l'affût de toutes les ventes publiques où les RECAD sont mis en vente. Ils les ont rachetés. Ils ont fait la cour à d'autres collectionneurs qui ont des RECAD, qui auront la bienveillance de les rendre au Bénin, l'ont aussi accepté. Et du fil en aiguille, nous avons au moins réussi à avoir aujourd'hui plus de 50 RECAD de nos rois. Ici, les œuvres qui sont là, on a investi près de millions, 300 millions pour construire et conserver. Après le manger, l'agriculture, pour moi, c'est la culture, l'éducation. Rarement on concède des domaines pour la culture. Et ça aussi, ça a été une longue bataille. Mais heureusement, nous avons eu des mairies, des sages intelligents à Bomekalavi, c'est l'occasion de les remercier, qui ont cédé un domaine de 4 hectares pour créer un centre culturel, qui nous a permis après d'écrire ce musée. Sinon, on va retrouver le domaine où? Une infrastructure construite selon les normes internationales qui abrite des œuvres venues de Dahomey. Des œuvres qui ont voyagé et traversé des continents et des générations sans perdre de leur authenticité. La France a été le dernier pays à acheter ces RECAD-là à London, parce que la France a passé au Bénin, dans le temps romain, et reconnaît la valeur de la RECAD. Ils ont pris dans les matériaux les plus nobles, dans le bois. Mais par exemple, ce RECAD a plus de 150 ans. Mais le bois n'a pas bougé. La patine demeure. Alors, c'est faute d'intelligence. On ne peut que le respecter. Le musée de la RECAD, un exemple de l'importance du retour au bécail, du patrimoine historique et culturel du Bénin prôné par les gouvernants. Ça nous permet à nous, presque déjà dans le second âge, d'instruire, d'informer, d'éduquer et de former notre progéniture. C'est comme si on nous demande pour les fils d'aujourd'hui, c'est quoi la couleur de votre drapeau du Bénin? Et un enfant du Bénin dit, je ne connais pas la couleur. Mais c'est ça. Un outil de développement libre d'accès à tous et qui permet de répondre à qui doute de la capacité du Bénin à conserver son patrimoine culturel, que c'est possible. Je pense que ce modeste projet de musée, c'est juste
une grande bataille qu'on a gagnée, mais on n'a pas gagné la guerre. Oui, et dans cette guerre-là, il faut mettre ce patrimoine, sinon le patrimoine culturel du Bénin, au service de ces projets touristiques pour analyser bien sûr cette question et voir si c'est bien sûr possible au Bénin. Nous avons invité Pacôme Alomankwe, les gestionnaires de patrimoine. Bonsoir Pacôme. Merci d'avoir accepté notre invitation, de venir vraiment nous parler. Est-ce possible vraiment de mettre le patrimoine culturel au service des projets touristiques au Bénin? Oui, merci. Sans patrimoine, il ne peut pas y avoir du tourisme. Je crois que celle-là, c'est une règle, enfin, BABA que tout le monde connaît. Et donc, la construction, la conception et le développement du tourisme dépend de la richesse et de la densité des biens patrimoniaux. Donc, on peut comprendre que si on s'engage dans le développement du tourisme, il faut tenir compte du patrimoine culturel. Et par conséquent, rien n'empêche, et c'est un devoir même de partir du patrimoine pour valoriser le secteur touristique. Voilà pour la première question. Est-ce que là, c'est une des raisons qui justifie l'engouement autour du retour au bercail des patrimoines, du Bénin? Vous avez bien compris, parce que déjà, ces éléments qui se retrouvent de l'autre côté de la Méditerranée sont des biens qui attirent déjà suffisamment l'attention du monde, du public. Enfin, les Occidentaux, même parfois les Africains, y vont pour découvrir un peu toutes ces richesses, le roi, la statue d'Ogou, nos divinités, l'époque Kabaïdena et tout ça, là, qui se retrouvent à Quai Branly et dans d'autres musées de la France. Et par conséquent, si déjà ces outils, je veux dire, ces biens se retrouvent là-bas et attirent suffisamment de visiteurs, ça va être bien que le déplacement, c'est ce qu'on peut comprendre, le déplacement de ces biens-là de la France vers le Bénin, quelle que soit la forme, ça peut être sous forme de prêt, de location et tout, ou même pas la forme de restitution. Lorsque ces biens vont se retrouver ici, c'est qu'on déplace aussi le public qui visite ces biens-là vers notre destination. Et c'est tant mieux pour le Bénin. Je pense que c'est l'une des raisons qui justifie la pertinence de l'action qu'on mène pour le retour des biens patrimoniaux. Mais au-delà des biens là qui se retrouvent là-bas, moi j'invite tout simplement, mais je pense qu'ils ont déjà commencé par comprendre ou qu'ils ont déjà cette information. Il y a tellement de choses à découvrir au Bénin. Nous n'avons même pas encore consommé les 5% de ce que nous disposons comme richesse patrimoniale. Ah oui. Et ça, moi, je vous le dis, tous les jours, et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous invitons surtout les gouvernants à travailler vraiment de commun accord avec une intelligence tout à fait particulière avec les communes. Parce que, je l'ai dit une fois, chaque lopin de terre au Bénin, c'est-à-dire chaque communauté, chaque famille dispose des éléments patrimoniaux qui méritent la curiosité d'être découvert et de connaître. Chaque famille, presque. Parce que chaque famille, au-delà de notre attachement à la religion importée, nous sommes dans un syncrétisme extraordinaire. Et donc, chaque année, ou selon les saisons de notre collectivité, nous allons à la maison voir les temples, les hôtels portatifs, rester auprès des taïnons ou des conservatrices du patrimoine pour renouer avec le monde invisible. Et donc, tous ces éléments qui constituent déjà nos pratiques, notre manière de nous adapter à la société, à l'environnement et construire notre civilisation, tous ces éléments font partie déjà du patrimoine. Et je laisse ces éléments-là qu'on retrouve, mais il y a aussi des sites. Vous ne pouvez pas imaginer tellement de forêts dans le Bénin, tellement de sites, quand je dis de paysages dans le Bénin, et il y a des communes qui commencent déjà pas suffisamment à travailler sur ces choses-là, malheureusement ou heureusement, mais avec des partenaires qui viennent de l'étranger. Quand je prends par exemple de Grand Popo, vous savez qu'il y a un label que l'UNESCO a mis en place qu'on appelle Programme humain et puis biosphère, et ça permet à l'UNESCO d'identifier les meilleurs sites. Oui. Et quand vous allez à Grand Popo, vous avez la Bouche du Roi, vous avez tout le long du fleuve Mono. Alors, vous avez, nous sommes vraiment très, très intéressés par rapport à tout ce que vous dites. Vous dites que
en tout cas, chaque lopin de terre constitue un réservoir de patrimoine qu'on peut donc mettre au service du tourisme au Bénin. On va revenir tout à l'heure pour voir quel mécanisme mettre en place pour répertorier tous ces patrimoines-là, toutes ces richesses-là. Pour le moment, c'est Estelle Pazou qui nous attend dans la rédaction de BB24. Avec elle, nous allons suivre l'actualité du développement. C'est le 19h45. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du journal. Faire la promotion des produits locaux, c'est l'engagement des femmes de l'ONG Yonou Agodié. Elles ont lancé à cet effet une mission qui a reçu un avis favorable chez des milliers de Béninois. Les Béninois nourrissent de plus en plus un amour particulier pour le sport d'entretien, un sport qui fait désormais partie de leur quotidien pour plusieurs raisons qu'ils ont évoquées. Et puis lui, c'est un maître dans la pratique du Kung Fu. Raymond Nintabou, sexagénaire, voue un amour pour cette discipline sportive chinoise. Une équipe de la rédaction l'a surpris en pleine séance. Et si on commençait à consommer local, répondre par l'affirmative, c'est le vœu des femmes réunies au sein de l'ONG Yonou Agodié. Elles ont lancé dans ce sens une pétition qui a déjà obtenu plus de 1000 signatures. À court terme, ces femmes veulent un cadre juridique sur la question. Suivez ici les explications de la présidente de Yonou Agodié au micro de Herman Rodrigue Amégrand. Un pays qui ne produit pas et qui ne consomme pas sa production demeure un pays pauvre. Si les gens sont devenus très paresseux aujourd'hui, où personne ne veut cultiver la terre, c'est parce que nous avons abandonné la consommation locale au détriment des produits importés. Après 1001 réflexions, on s'est dit qu'il faut changer la mentalité du Béninois qui se dit souvent que c'est ce qui est venu d'ailleurs qui est bien, c'est ce qui est venu d'ailleurs qui est bien présentable et qui est bon à manger ou bien qui est bon à porter. C'est pourquoi nous réclamons un cadre juridique au niveau de l'Assemblée nationale pour que ça commence d'abord par eux-mêmes avant de descendre au niveau de la population. D'où le lancement de la pétition sur le Made in Bénin. On a déjà eu les 1000 signatures, c'est déjà déposé même au niveau de l'Assemblée nationale. La journée internationale de la jeunesse, c'est le 12 août prochain. En prélude à l'événement, une séance de sensibilisation a été initiée à l'endroit de la couche juvénile de Cotonou. Les échanges vont essentiellement porter sur la lutte contre la non-violence afin de promouvoir la paix dans le monde. Fleur Nathalie Yassengezo, présidente du comité d'organisation, nous parle des raisons qui ont suscité un tel choix. Elle est au micro de Gérard Zouémé et de Jennifer Sativi. La non-violence est un chemin pour la paix. Et quand nous parlons de développement d'un pays, ça ne peut pas se faire sans la paix. Regardez un peu partout en Afrique où il y a les situations de tension, de conflit, de guerre. Allez un peu, faites un peu le tour et vous allez vous rendre facilement compte que quand il y a la paix, c'est plus facile de la préserver. Quand elle est partie, après, c'est trop compliqué. Et quand la paix est partie, qu'est-ce que nous faisons? Nous investissons toutes nos énergies, toutes nos ressources humaines, financières, nous investissons tout ça à vouloir refaire la paix. Alors que ça coûte beaucoup moins cher de faire en sorte qu'elle ne parte pas. L'Association pour la communication non violente, en s'intéressant à la jeunesse, a pensé choisir la cible qui représente numériquement la plus grosse partie de notre population pour que dès maintenant, ces jeunes qui sont appelés à assumer des responsabilités, à prendre des décisions pour notre pays demain, fassent une culture de la paix, fassent la culture d'un langage qui rapproche les personnes au lieu de les diviser, un langage de compréhension, un langage où chaque personne, tout en essayant de
satisfaire ses besoins, reste attentif aux besoins des autres. La paix commence d'abord par nous-mêmes. Donc travailler à notre propre paix intérieure, c'est la condition pour pouvoir refléter la paix et travailler à la paix dans nos relations avec les autres. Le sport d'entretien permet de se protéger contre la sédentarité, le stress, la fatigue et le déséquilibre alimentaire. Il aide le corps à garder une bonne hygiène de vie. Beaucoup de Béninois l'ont d'ailleurs compris. Tous les matins, ils sont nombreux à se donner au mouvement physique. Patrick Adiagbodjou a assisté à une séance. Je vous propose de suivre son reportage. Le dimanche, si nous n'allons pas au sport, c'est comme si nous avons perdu quelque chose. C'est une activité physique qui devient une habitude dans l'agenda du week-end de plusieurs Béninois. Du footing à la musculation, en passant par la gymnastique, les amoureux du sport d'entretien sont de plus en plus nombreux à Cotonou. Nous sommes dans la commune d'Abomey-Calavi. Ces hommes et femmes ont pris d'assaut dimanche dernier la voie inter-État Ilakondi-Cotonou pour remettre le corps et les muscles en état de bien-être. Sur fond de musique, ils ont parcouru 14 km de marche en 3 heures d'horloge. Nous avons aujourd'hui fait 14 km. Djekpota, PK14, PK14, Djekpota. Ça fait 7 km aller-retour. Tous les matins, je fais au moins un quart d'heure de sport en me réveillant. Ça me permet de rester jeune, de pouvoir courir encore aujourd'hui à 64 ans, 15 km tous les dimanches. On le fait pour maintenir notre organisme en bonne santé. C'est un médicament gratuit, le sport. C'est-à-dire qu'il faut mettre le corps en mouvement à travers le sport. Et quand on parle encore de la marche met en mouvement tout le corps. Et donc arrive à mouvementer toutes les parties de notre corps. Et qui s'adonne à la marche, eh bien, règle déjà un certain nombre de problèmes dans sa vie. Devenu une arme efficace pour maintenir en bon état et loin des maladies l'organisme, le sport du week-end offre une vague d'avantages pour les pratiquants. Au plan physique, ça ralentit le processus de vieillissement et lutte contre la perte de l'autonomie. Ça lutte contre des lombalgies, des douleurs lombaires. Au plan métabolique, ça lutte contre la survenue des maladies cardiovasculaires, à savoir l'hypertension artérielle, l'accident vasculaire cérébral. Ça lutte contre la survenue de cancer de certains organes, à savoir le cancer du côlon, le cancer du sein chez la femme, le cancer de la prostate chez l'homme. Au plan psychique, ça permet d'avoir une meilleure oxygénation cérébrale. Ça améliore le sommeil et ça lutte contre le stress et l'anxiété. Les sociétés du sport d'entretien naissent et grandissent au Bénin. Le gouvernement pense en faire une discipline parce que convaincu que le développement de toute nation passe par la santé de ses filles et fils. Lui, son sport de prédilection, c'est le Kung Fu. Raymond Onitabou pratique cette discipline sportive chinoise depuis des années. C'est un sexagénaire et les années n'entament en rien son amour pour cet art martial. Axel Doncy et Simon Villon sont allés à sa rencontre. Voici leur reportage. La place Lénine d'Akbakba, noire de monde. La grande attraction aujourd'hui, le Kung Fu, art martial chinois qui existe depuis plus de 5 millénaires. Venus d'horizons divers, les pratiquants de cette discipline sportive ont fait montre de leur connaissance au travers de prestations à couper le souffle. Sur le tatami, petits et grands s'expriment au moyen de leur corps. Parmi eux, Raymond Onitabou, sexagénaire. Son physique contraste avec son âge. Entre le kung-fu et lui, une histoire d'amour depuis son jeune âge. Là que je pratique, là, ça fait déjà plus de 30 ans. Mais chez moi, le vocabulaire, je connais, ça n'existe pas. Je pratique. Il faut toujours le faire. Et vous savez, la vieillesse, c'est un naufrage. La vieillesse, c'est un naufrage. Et pour rester à la surface de l'eau, il faut faire des mouvements.
Sa souplesse et sa maîtrise de l'art font de lui un virtuose du kung-fu. Même le public emballé clame de satisfaction. Le kung-fu, plus qu'une discipline sportive, est un état d'esprit, un art qui enseigne la maîtrise de soi, des valeurs fondamentales pour le vivre ensemble. L'Association des producteurs de bananes du Ghana rejoint Afri-Bana afin de participer à la défense des intérêts de la filière africaine de la banane auprès des institutions européennes. Une étape importante pour l'association au moment où la Commission européenne entame des négociations dont la banane est un enjeu majeur. Avec le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Ghana, l'association représente désormais à Bruxelles les 3 principaux pays africains exportateurs de bananes vers l'Union européenne. Pour ces 3 pays, le marché européen représente plus de 80% de débouchés à l'exportation. En République démocratique du Congo, l'inquiétude persiste au sujet de la nouvelle épidémie du virus Ebola. Il s'agit de la 10e épidémie due au virus Ebola qui sévit dans le pays. Cette fois, le nord de la province du Nord Kivu, une région menacée par des groupes armés qui est touchée. Une situation qui ne simplifie pas la lutte contre la maladie. Néanmoins, des vaccinations ciblées ont commencé. 12 équipes de vaccinateurs sont déployées dans les différentes zones touchées, a indiqué le ministère congolais de la Santé. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur BB24, la chaîne du développement. Merci à vous, Estelle Pazou, pour la présentation. On se retrouvera certainement demain, n'est-ce pas? Oui, demain, Assioum. Demain, 19h45, donc merci. On revient en plateau tout de suite avec Pacôme Alomakwe et avec lui, on parle bien sûr du patrimoine culturel au service du tourisme. Alors, Pacôme, on parlait tout à l'heure, vous nous disiez que chaque lopin de terre donc, constitue, chaque collectivité et chaque commune aussi constitue en réalité une ressource pour à mettre bien sûr au service du tourisme au Bénin. Et quand on parle de cela, quel est le mécanisme qu'il faut donc mettre en place pour essayer donc de répertorier ces ressources-là à mettre au service du tourisme au Bénin? Vous avez déjà dit le mot, le mécanisme est répertorié et en termes techniques, on parle de l'inventaire du patrimoine culturel. Et c'est la première mesure recommandée puisque ça permet de connaître ce qu'on dispose, ce dont on a. Vous ne pouvez pas dire que je suis riche sans connaître votre patrimoine. Enfin, votre patrimoine, je dis en tant que personne. C'est la même chose au niveau du patrimoine culturel. Donc, l'État béninois a tout à gagner en faisant l'inventaire de son patrimoine. C'est vrai que c'est inscrit dans les PTA du ministère du tourisme, de la culture et des sports. Et nous espérons vivement que cela soit fait. Et on espère que cela soit fait dans les règles de l'art, parce qu'il y a une manière de faire l'inventaire professionnalisé du patrimoine et que de faire l'inventaire de façon, je vais dire, amateur. Il faut aller commune par commune. Bien sûr. Identifier les sites, utiliser le GPS pour connaître, localiser chaque bien, documenter chaque bien. Parce qu'en réalité, l'inventaire du patrimoine, c'est un savoir, c'est une technique, c'est une activité, je vais dire, à la limite scientifique. Et donc, il faut maîtriser comment on fait. Et pour le faire, voilà un peu les choses que je viens de vous dire. C'est que c'est une équipe qu'il faut recruter, former à connaître les tâches, à confier à cette équipe, je vais dire, un cahier de charge. Et cette équipe aura comme responsabilité d'aller sur les sites. Ce n'est pas de rester au bureau pour écrire sur un document que voilà, le Bénin dispose à Ouida, la porte du non-retour, machin, et puis c'est fini. Ça, ce n'est pas l'inventaire. L'inventaire, c'est que l'équipe se déplace sur le terrain, identifie les biens, les localise, et à tel enseigne que quand on publie le bien, la photo du bien peut être localisée quel que soit l'endroit où une personne se retrouve sur la planète Terre. Donc, il y a tout ça là. Il y a la documentation de ce bien-là identifié et maintenant une proposition de remise en fonction de ce bien-là. Et c'est là on appelle la mise en tourisme. Voilà, et donc c'est la mise en tourisme, la deuxième étape du processus. Quand un inventaire est fait, on fait un travail d'abord d'aménagement. Et quand je dis aménagement, c'est quoi? On invite les architectes du patrimoine pour qu'ils puissent repenser, par exemple, comment on peut faire une sorte de mise en scène du site, voilà, avec
des réactions, par exemple, de statuts, des représentations, etc. Comme ce qui veut se faire à Ouida avec le bateau, les grillés à construire. Voilà, un circuit pour voir le bien et puis maintenant avoir des guides qui vont être formés pour tenir un discours cohérent et bien documenté, etc. sur le bien. Et donc, quand on fait ce travail d'inventaire, aménagement du site, maintenant, on procède maintenant à la mise en tourisme. Et quand on parle de mise en tourisme, surtout, c'est une question de communication. Et donc, les organes de presse doivent être impliqués pour produire du contenu sur ces biens-là et diffuser d'une manière ou d'une autre, parce que justement, nous venons tout à l'heure d'entendre parler du graphisme. C'est que quand les gens, vous avez de la richesse, que les gens ne savent pas que vous avez de la richesse, au plan patrimonial, au plan touristique, les gens ne viendront pas vers vous. Et donc, tous les journalistes devaient être impliqués. Je pense que nous, on ne cessera jamais de le dire. Il faut que le ministère du Tourisme et de la Culture et du Sport signe des contrats avec des journalistes, que ce soit des journalistes dans le public ou des journalistes dans le privé, même des blogueurs, etc., pour qu'ils produisent du contenu. C'est-à-dire que c'est aller découvrir les biens, présenter le bien, montrer l'importance du bien, montrer pourquoi aujourd'hui ce bien doit être découvert. Il faut qu'on réalise également des documentaires bien sûr, comme ce que vous venez de présenter sur la RICAD avec le musée le centre de notre artiste Zinkpe. Voilà, c'est un travail comme ça qu'il faut faire et il faut envoyer les gens dans le pays, dans les communes, voilà, et leur mettre des moyens à disposition pour qu'ils produisent du contenu. Sans vous mentir, vous savez, la meilleure destination qui est bien vendue, c'est cette destination qui a mis en place une stratégie de promotion pertinente. Et quand il n'y a pas cette stratégie de promotion pertinente, la destination, bon, ça reste dans l'enclos de son pays. Aujourd'hui, quand quelqu'un veut visiter, c'est pas l'Afrique, quand on veut penser un peu à l'esclavage, tout de suite on pense à l'île de Gorée. Malheureusement, Ouida, alors que Ouida est plus riche. Je vais vous confier, c'est un secret, bon, ce n'est pas un secret de polichinelle. La ville de Gorée, cette histoire c'est une histoire montée. C'est-à-dire le meilleur endroit, le meilleur port. Enfin, bon, c'est pas meilleur, parce qu'on parle de 13, on a vendu quand même nos frères. Mais là où vraiment l'activité avec intensité a été faite en Afrique, c'est sur le Golfe de Guinée et c'est le Bénin. Il n'y a pas un autre site. Et c'est connu. C'est vrai, il y a d'autres villes au niveau de Cameroun, etc. Où, même au Ghana, on parle d'Elmina, c'est tout le reste. Mais là où réellement l'activité a eu lieu, c'est Ouida, et donc le long de la côte, une partie de Grand Popo, etc. Et donc, normalement, vous savez pourquoi le Sénégal vend ce produit-là? Oui, ben c'est parce qu'il y a eu le vieux Ndiaye qui a monté l'histoire, et qui parle, et sa manière et tout ça là. C'est ça qu'on appelle la mise en tourisme. C'est-à-dire qu'on a aménagé un site qui semblait être un truc, un lieu où on hébergeait, etc., les esclaves. Et après, le monsieur, il a eu la chance d'avoir la rhétorique qu'il faut, l'art du discours qu'il faut pour toucher l'Assemblée, faire pleurer même les gens dans son discours. Et quand il a fait, bon, ben, ça a pris. Aujourd'hui, il y a tous les présidents, la plupart des présidents qui visitent l'Afrique vont là-bas, les Barack Obama et tout ça. C'est ce travail-là que nous n'avons pas encore fait au Bénin. Et je pense qu'il y a une dynamique nouvelle qui est là. Et donc, il faut par exemple identifier des guides qui ont sa capacité, sa carrure, etc. Il y en a, comme Modeste Zinsou à Ouida et d'autres au nord, etc., pour les former réellement à savoir avoir davantage là de parler avec un discours cohérent, etc. Leur capacité à parler et faire pleurer les gens, etc. Parce que justement, la traite négrière, l'esclavage, c'est une question douloureuse. De sentiments. Voilà, et donc il faut travailler sur ces fibres-là pour que les gens viennent. Tout ça. Voilà. Allez, merci beaucoup à vous. Paco Malo-Makwe, on a du boulot au Bénin. Oui, et les opportunités sont là. Voilà. On a du boulot et les opportunités sont là. Il faut donc les saisir. J'ai entendu quelqu'un dire la dernière fois que c'est vrai qu'on court derrière les richesses qui sont à l'extérieur. Il faut que ces richesses-là viennent. Oui. Mais on oublie qu'il y a d'autres qui sont en train de partir. Tout à fait. Pratiquement tous les jours. À la fin de cette saison touristique qui est en cours actuellement, les biens vont partir. Ah oui. J'espère que les pitons ne vont pas encore partir. Ne vont pas encore partir. Et voilà, dans les pitons, par exemple. Allez, merci à vous. À très bientôt, Paco Malo-Makwe. Merci d'être venu, en tout cas, parler de tout ça et offrir, détailler ce sujet, montrer
combien il est important donc de mettre le patrimoine culturel au service du tourisme au Bénin. Allez, à très bientôt à vous. On continue bien sûr sur la toile ce grand rendez-vous. On va suivre l'ActuWeb. En Argentine, le Sénat n'a pas approuvé le projet de loi légalisant l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. 38 sénateurs ont dit non à ce fameux test qui approuve l'IVG pendant les 14 premières semaines de grossesse. 31 ont voté en faveur du test et 2 abstentions selon les résultats officiels. Cette décision est la meilleure pour certains et la pire pour d'autres. Toutefois, le vote a été accueilli par des feux d'artifice et des cris de joie parmi les militants anti-IVG rassemblés à Buenos Aires devant le Parlement où se déroulaient les débats. N'empêche le constat visible de la tristesse, de la colère et du mécontentement des partisans de la légalisation de l'avortement. Mais tous sont certains, cette décision est définitive. Autre information, 114 milliards de francs CFA pour les investissements au Cameroun. C'est le contenu de cette convention de financement signée par l'Agence de promotion des investissements API. Ce contrat est en faveur des entreprises éligibles à la loi fixant les incitations à l'investissement fixées au Cameroun. Les secteurs d'activité visés sont entre autres l'hôtellerie, l'agroalimentaire et l'agroforesterie. Entre-temps, la mise en œuvre effective de la loi de 2013 a favorisé la signature de 164 conventions entre le gouvernement et le secteur privé pour un montant de plus de 3 600 milliards de francs CFA et une estimation d'environ 60 000 emplois créés. Une troisième information, des gros grelons comme des balles de tennis ont tué des animaux dans un zoo du Colorado. 14 visiteurs ont été blessés et d'énormes dommages sont enregistrés dont des voitures endommagées et la mort de certains animaux. En état de choc, tous les visiteurs sont retournés chez eux en autobus au centre d'aide de la Croix-Rouge. On finit cette revue web par l'enregistrement de la vidéo montrant la discussion entre la joueuse française Alizé Cornet et son coach qui est d'ailleurs son petit ami dans la vie active. En effet, la joueuse a fait appel à son petit ami lorsqu'elle a compris qu'elle avait mal commencé le match face à l'Allemande Tajna Maria. C'est alors que son petit ami s'est permis de lui donner quelques conseils. Malheureusement, ils étaient filmés sans le savoir. Fin de cette revue web. Prenez le prochain rendez-vous pour demain. Oui, merci beaucoup à Fallon Lazilo pour la recherche, en tout cas, autour de l'ActuWeb aujourd'hui. Et merci à Femi Agbangla pour la présentation de cet ActuWeb. Et là, avant de partir, nous allons suivre la météo.
Allez, merci beaucoup de nous avoir suivis. Passez une très bonne soirée, toujours en compagnie des programmes de BB24, la chaîne de développement. Demain à 19h00, on va se retrouver sur le grand rendez-vous, le dernier numéro pour le compte de cette semaine. Ciao, ciao.